Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser de près à la vie de Bob Marley, une icône vraiment dont la musique parle encore à tout le monde. On s'appuie sur une bio-vidéo assez fouillée et notre idée c'est de voir comment ce gamin de Jamaïque est devenu une star mondiale. Et surtout, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés, c'est un parcours assez incroyable, plein de hauts et de bas. Absolument. Et c'est pas juste qu'il a fait connaître le reggae partout, ce qui est déjà énorme en soi. On va voir aussi comment Marley est devenu un symbole de paix, d'unité, mais aussi de résistance. Son influence, elle va bien au-delà de la musique en fait. Alors, commençons par le commencement. Robert Nesta Marley, né en 1945 à Nine Mile en Jamaïque. C'était encore une colonie britannique à l'époque, fils d'une mère jamaïcaine, très jeune, Cédella Malcolm, et d'un père blanc britannique, Norval Marley, superviseur de plantation, plus âgé, et surtout quasi inexistant. Il est mort quand Bob avait 10 ans. Et cette mixité, ça lui a valu pas mal de moqueries dans sa jeunesse. Oui, c'était pas simple. Et puis il y a le déménagement à Kingston, dans le quartier de Trenchtown. Un quartier réputé difficile, mais très vivant musicalement. Et c'est là qu'il rencontre Neville Livingston, Bunny Wailer. Exactement. Et il commence à jouer sur une guitare, enfin une guitare faite maison quoi. Une boîte de conserve, du fil. Le système D. Le quartier, c'était un vrai bouillon de culture. Il y avait Joe Higgs, qui est devenu un peu leur mentor, et puis Peter Tosh, lui, il avait une vraie guitare. C'est le début des Wailers, en gros. Les débuts, c'est vraiment la misère. Il enregistre quelques titres solos en 62, Judge Not, ça marche pas du tout. Puis avec les Wailers, il y a un premier petit succès en Jamaïque, Simmer Down, en 63. C'est avec Coxsone Dodd. Mais l'argent, ça suit pas. Apparemment, Marley dormait parfois dans le studio, sur une planche. Les producteurs les exploitaient pas mal à l'époque. C'était dur. Oui, une vraie galère. Pour essayer de s'en sortir et de lancer son propre label, il part travailler aux États-Unis. C'était en 66, juste après s'être marié avec Rita Anderson. Il bosse dur, en ouvrier chez DuPont, Chrysler, dans le Delaware. Mais il trouve l'Amérique trop rapide. C'est pas son rythme. Et c'est aussi une période importante pour lui spirituellement. Il se convertit, il embrasse le mouvement Rastafari. Ça va d'ailleurs créer des tensions avec sa mère, qui était très chrétienne. Il revient en Jamaïque, tente de monter son label, Wailing Soul Records, mais ça échoue assez vite. Après ça, il collabore avec d'autres, Leslie Kang à nouveau, et surtout Lee Scratch Perry, un producteur assez génial, et un peu fou aussi. Et puis il y a cette rencontre clé avec le chanteur américain Johnny Nash et son manager Danny Sims. Ils lui font miroiter une carrière internationale, l'emmènent bosser en Suède, puis à Londres, et ils le plantent là, sans argent, la totale. C'est vraiment le creux de la vague. Mais c'est là qu'arrive Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records. Et là, tout change. Ah oui, Blackwell. Blackwell, il a une vision. Il voit pas juste un bon chanteur de reggae. Il voit une star internationale potentielle, comme les stars du rock de l'époque. Il leur avance de l'argent pour enregistrer Catch a Fire en Jamaïque. Mais le truc génial de Blackwell, c'est qu'il reprend l'album à Londres. Il fait ajouter des parties de guitare rock par Wayne Perkins. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment pour rendre le son accessible au public rock blanc. C'était calculé. Et ça a marché, hein. Et comment? Gros succès critique, tourné aux États-Unis, au Royaume-Uni, et juste après, l'album Burning en 73, avec I Shot the Sheriff. Et quand Eric Clapton reprend ce titre, là ça devient un tube mondial. C'est le décollage. Mais cette stratégie de Blackwell, très centrée sur Bob, ça crée des tensions dans le groupe original, non? Oui, inévitablement. Fin 73, Peter Tosh et Bunny Wailer quittent le groupe. Ils supportent mal d'être un peu dans l'ombre. Mais Marley ne s'arrête pas. Il remonte le groupe sous le nom Bob Marley and the Wailers. Il intègre sa femme Rita et les High Threes Usher. Et là, paradoxalement, le succès devient encore plus grand. C'est là qu'arrivent les albums mythiques. Exactement. Natty Dread en 74, avec le monument qu'est No Woman No Cry, puis l'album Live en 75, où la version live de No Woman No Cry devient la plus connue. Et surtout, Rastaman Vibration en 76. C'est son premier top 10 aux États-Unis. Là, c'est plus juste une star du reggae, c'est une superstar mondiale. Et en Jamaïque, c'est une figure quasi politique. Tellement influent qu'on lui demande d'essayer de calmer les violences politiques qui déchirent la Jamaïque. C'était pour le concert Smile Jamaica en 76. Mais bon, l'événement est un peu récupéré par le Premier ministre Michael Manley. Et 2 jours avant le concert, le 3 décembre, c'est l'attaque. Des hommes armés débarquent chez lui, tirent. Marley est blessé au bras, à la poitrine. Rita est touchée à la tête. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Un miracle, oui.
L'attentat, on l'attribue souvent aux partisans du JLP, le parti adverse, en pleine guerre des gangs liés au parti politique. Mais ça n'a jamais été formellement prouvé. Et malgré ça, malgré les blessures, la peur, il monte sur scène 2 jours après. Il joue pendant 90 minutes. C'est énorme comme geste. Après ça, il part s'exiler à Londres, presque 2 ans. C'est une période très riche musicalement, il enregistre Exodus et Kaya. Il revient en Jamaïque pour un autre concert historique, le One Love Peace Concert en 78, et là il fait monter sur scène les 2 leaders politiques ennemis, Manley et Sega. Il les force quasiment à se serrer la main, un moment très fort, symbolique. Même si la violence politique en Jamaïque n'a pas disparu pour autant. Malheureusement, Alors qu'il est au sommet de sa gloire, la maladie s'en mêle. En 77, il se blesse au pied en jouant au foot à Paris, je crois. Et cette blessure révèle un cancer, un mélanome, très agressif, sous l'ongle du gros orteil. Les médecins veulent amputer l'orteil. mais il refuse. Pour des raisons liées à sa foi Rastafari, qui voit le corps comme un temple inviolable, mais aussi on dit parce qu'il craignait de ne plus pouvoir danser sur scène. Sa présence scénique, c'était essentiel pour lui. Il choisit une opération moins radicale, qui ne suffira pas. Il y a encore 2 albums Survival Uprising qui sont très forts, mais le cancer progresse. En septembre 80, il fait un malaise pendant un footing à New York. Il donne son tout dernier concert à Pittsburgh quelques jours plus tard. Et après, sa santé se dégrade très vite. Il meurt à Miami le 11 mai 1981. Il avait seulement 36 ans. Il essayait de rentrer en Jamaïque. Il a eu droit à des funérailles nationales. Quelle trajectoire de la pauvreté de Trench Town à devenir une des plus grandes stars mondiales et surtout le premier artiste du tiers-monde à atteindre ce niveau de reconnaissance. Sa musique, son message, ça a vraiment dépassé toutes les frontières et toutes les épreuves qu'il a vécues. Oui, l'héritage est immense. Il reste l'ambassadeur mondial du reggae, une icône de paix, d'unité, mais une paix combative qui dénonce l'injustice. La preuve, c'est que son best-of posthume, Legend, est encore aujourd'hui l'album de reggae le plus vendu de toute l'histoire. Son impact est toujours là, bien vivant. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu. Comment on fait cohabiter cette image universelle de paix et d'amour de Marley avec la violence politique bien réelle qu'il a subie ? Et aussi avec l'exploitation dont il a été victime au début, et même toutes les questions commerciales autour de son nom, de sa musique aujourd'hui. C'est une tension intéressante à méditer.